Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République du Congo. M. Thierry Mongala est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours avec nous. Quand certaines personnes entendent aujourd'hui que le Congo est en récession, on s'étonne. On s'étonne parce que jusqu'en 2014, le budget était quand même excédentaire. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le ministre? Bon, d'abord, le Congo n'est pas en récession. La croissance est toujours alimentée par un certain nombre d'activités à caractère économique. Même à bas bruit, il y a quand même la poursuite de la politique de déploiement et de développement des infrastructures. Beaucoup de personnes estiment que c'est parce qu'on n'a pas su diversifier l'économie, parce qu'on a fait beaucoup confiance au pétrole. Et quand on sait que c'est les mêmes personnes qui sont là depuis longtemps, on se demande pourquoi cela n'a pas été pensé plus tôt. Et même si on y a pensé, à quel niveau se trouve-t-on aujourd'hui? Quels sont les secteurs prioritaires qu'on a pu mettre en avance, qu'on a pu développer, qui ont porté leurs fruits? D'abord, je vous le dis, personne ne peut avoir une baguette magique pour savoir en 2014 qu'à partir de 2015-2016, il y aurait une récession pétrolière. Mais on n'a pas besoin d'attendre quand même la récession avant de diversifier l'économie, monsieur le ministre. Je vous dis ceci, c'est que l'amorce de la diversification est en cours. Mais on il y a des secteurs. On ne le sent pas. Vous dites que c'est en cours, mais vous savez, les grands mouvements macroéconomiques sont souvent des mouvements qui sont d'abord très peu perceptibles pour l'opinion, mais qui, à force de continuité, commencent à dégager des effets d'ordre macroéconomique et parfois d'ordre microéconomique. Là où vous n'avez du tout pas d'excuses, c'est que c'est les mêmes qui étaient là depuis longtemps. Mais ils ont fait quoi tout ce temps-là? Babylas, ce que vous dites est intéressant. C'est un crime de rester un certain nombre d'années au pouvoir en étant élu par le peuple? Je n'ai jamais dit, mais nous sommes à l'heure des bilans. Non, je vous dis ceci. Rattrapé par un certain nombre de choses. Je vous dis ceci. Est-ce un crime d'avoir eu la confiance de son peuple renouvelée à plusieurs reprises? Non, ce n'est pas un crime. Et se mettront en place. Mais dans le même temps, certains n'ont pas dissimulé aussi leurs dettes, parce qu'apparemment le Congo aurait dissimulé sa dette. Bon, là-dessus, ce sont des slogans. Non, pas du tout. Ça a été dit par des médias sérieux et aucun officiel congolais n'a levé le petit doigt pour démentir. Laissez-moi répondre. Oui, je vous en prie, monsieur le ministre. Les médias sont-ils ceux qui doivent juger du niveau de la dette du Congo? Non, ce sont des médias. Oui, Après, les médias, ils ont une ligne éditoriale. C'est leur ligne éditoriale et ça les engage. Non, maintenant, vous voulez une réponse sérieuse? C'est une réalité. Non, vous voulez une réponse sérieuse? Est-ce que le Congo a dissimulé sa dette? Oui ou non, monsieur le ministre? Vous voulez une réponse sérieuse? Je vous en prie, monsieur. Bon, je vais vous donner une réponse sérieuse et ensuite vous pourrez en faire le commentaire. Mais ne partez pas des commentaires de médias à la ligne éditoriale orientée contre le Congo qui est connue pour essayer de me poser une question biaisée. Posons les termes du débat. Je ne suis pas un économiste, mais j'essaie d'analyser... Je vais poser la question de manière plus précise alors. Est-ce que le Congo a une dette aujourd'hui qui équivaut à 120% de son PIB? Quand vous dites vous êtes un particulier, je suis un particulier. Ce qui importe dans le niveau d'endettement d'un particulier comme d'un État, ce n'est pas le niveau brut absolu de son endettement par rapport à ses revenus ou sa production, c'est la soutenabilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux États qui ont une dette de 120% du PIB, c'est-à-dire de la production, du produit intérieur brut. Mais vous aurez deux situations différentes. Le Congo se retrouve dans quel cas? Moi, je vous dis ceci. Je ne suis pas habilité à vous dire à quel niveau de soutenabilité nous nous situons, mais je peux vous dire que les éléments sérieux dont je dispose m'amènent et m'inclinent à dire que nous sommes plutôt du côté de la soutenabilité que de celui de l'insoutenabilité. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va évoluer dans cette émission et aborder un autre aspect qui concerne le département du Pôle, parce qu'il y a une grosse crise qui se produit dans cette région-là, où il y a eu des milliers de déplacés. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement dans cette région-là? Depuis un peu plus d'un an et 3 mois, un individu appelé Pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou, s'est replié après une tentative à Brazzaville de violence, le 4 avril 2016, s'est replié dans le département du Poul, qui est son département d'origine, a pris quelque part les populations en otage et de loin en loin commet des actes terroristes qui ont créé un climat d'insécurité qui est tel que les populations qui sont directement concernées par ce climat d'insécurité ont décidé de quitter leur village et de se replier soit in situ dans des camps de réfugiés ou dans leur famille d'accueil ailleurs que dans leur localité d'origine. Monsieur, mais vous dites que c'est un individu, Pasteur Ntoumi, pour ne pas le nommer, tout est parti de là depuis 2016.
Nous sommes en 2017, bientôt on va finir 2017. Et un seul individu défie l'État congolais. C'est un aveu d'échec, ça, non? Babylas, une organisation qui s'appelle Daesh ou l'État islamique défie l'ensemble des puissances mondiales. Mais ce n'est pas un individu, justement. Non, mais vous avez bien dit une organisation. Mais M. Ntoumi n'est pas tout seul. Il a plusieurs centaines, voire plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Où, au moment où il se constituait, Monsieur Babylas, les guerres asymétriques. Vous avez vu Boko Haram au Cameroun et au Nigeria? Mais ça, ce n'est pas asymétrique, monsieur le ministre. Je suis désolé, ce n'est pas asymétrique parce que vous avez dit il y a des individus qui se sont mis ensemble et ont occupé une partie du territoire national. Ce n'est pas une guerre asymétrique. Ce n'est pas comme les terroristes où on ne sait pas qui est terroriste et qui ne l'est pas. Eh bien, monsieur Babylas, quelle différence faites-vous entre Boko Haram qui attaque dans les confins du nord du Cameroun ou du Nigeria, qui surgit dans des endroits où il y a des civils, tue ces civils et se replie? Quelle différence faites-vous entre cela? Elle est énorme. Mais non, vous faites une différence. En ce sens que vous connaissez cet individu-là, il y a quelques années encore, il était quand même un de vos collaborateurs. Vous le connaissez très bien. Monsieur il a pu vous défier et se replier. Et cet individu, vous n'avez pas réussi à l'attraper jusqu'à aujourd'hui. Comment s'appelle le calife, l'émir de Daesh? Il est connu? Non, attendez. Il est connu ou il n'est pas connu? Il défie ou il ne défie pas? Non, mais celui de Boko Haram, il est connu ou pas connu? Ce n'est pas le même cas, je vous Pourquoi dis, ce n'est pas le même cas? Parce qu'un de vos collaborateurs que vous connaissez très bien, il a travaillé avec vous hier, et subitement, aujourd'hui, il vous défie, et tout un État se plie devant lui avec des milliers de déplacés, et vous ne faites rien. Babylas, je vous répète, parce que là, vous vous enflammez, on a l'impression que vous en faites plus en termes de passion que nous, Congolais, qui le vivons au jour le jour. Je suis juste solidaire de ces populations déplacées. Vous me posez une question, Babylas, ne parlez pas de solidarité, je suis moi-même originaire du Poul, et j'ai ma famille au Poul. Comme par hasard, donc vous devez être encore plus en colère que moi, justement. S'il y a bien quelqu'un qui est en colère contre M. Ntoumi, s'il y a bien des gens qui sont en colère, ce sont les Congolais. Mais pendant ce temps, il vous défie quand même. Babylas, laissez-moi répondre à votre question. Répondez, je vous en prie, monsieur le ministre. Je vous ai dit, je vous le répète, c'est une guerre asymétrique. Que vous le vouliez ou pas, c'est une guerre sur le plan technique qui est comparable à ce qui se fait par Boko Haram, ce qui se fait par Daesh un peu partout. Et tous les pays qui sont confrontés à ces guerres asymétriques se retrouvent dans une situation complexe où il faut mêler des actions de terrain avec des actions de renseignement. Eh bien, ces actions de terrain et de renseignement prennent le temps qu'elles prennent. Ma question, elle est bien précise. Vous avez posé la question, je l'ai comprise. Non, vous n'avez pas comprise. J'ai pas compris. Non, je dis, j'ai comme impression que sur le plan militaire, vous avez échoué. Ayons le courage de le dire. Babylas, laissez-moi parler. Monsieur le ministre, vous avez la parole. J'ai bien compris vos questions. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Je vous le répète, ce n'est pas parce que vous direz le contraire que ça me retirera ma conviction. C'est une guerre asymétrique où un individu s'est soustrait à l'autorité, s'est caché. Deuxièmement, il n'a pas été le collaborateur du président par une opération de poudre de perlimpinpin. Il a été collaborateur parce qu'il était d'abord un terroriste qui s'est repenti une première fois, et face à la magnanimité du président de la République, l'État a décidé de le nommer à une fonction qui aurait consisté. La magnanimité du président, qui a considéré qu'il fallait, pour panser les plaies, que, y compris les brebis égarées, devaient revenir dans le processus. Et c'est dans le cadre de cette magnanimité qu'il a occupé ces fonctions-là. Puisque vous avez échoué sur le plan militaire, pourquoi ne pas engager notre stratégie? Pourquoi le dialogue? Pourquoi pas le dialogue, par exemple? On ne dialogue pas avec les terroristes. Sauf si vous me démontrez que ceux qui prônent le dialogue au niveau politique sont l'aile politique et que M. Ntoumi serait l'aile armée des mêmes. Mais est-ce que l'État dialogue avec lui? Vous connaissez au moins les revendications de M. Ntoumi? En a-t-il? Les connaissez-vous, vous? Je ne les connais pas parce que je ne suis pas habilité à les connaître, mais vous, État congolais, vous devez quand même connaître pourquoi celui-là, il s'est rebellé quand même. Quand Daesh égorge un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, est-ce que l'État français s'intéresse de savoir s'il y a des revendications? Bien entendu, on connaît les revendications de Daesh. Lesquelles? C'est pour créer un État islamique. Ah, c'est pas une revendication, c'est un objectif. Mais bien entendu. C'est un objectif. Oui, bien entendu, mais il revendique le fait que tout État devrait devenir islamique, justement. Est-ce qu'en attaquant un prêtre en France, va faire avancer la création d'un État islamique? Mais ça crée la terreur quand même. Ça fait avancer. Ça fait avancer. Vous l'avez dit. Ça crée la terreur et ça fait avancer. J'assume ce que j'ai dit. Vous venez de le dire. Oui. Eh bien, nous n'accepterons pas que quelqu'un qui crée la terreur chez nous obtienne l'avancée de revendications que par ailleurs nous ne connaissons pas.
Dernier point dans cette émission, est-ce qu'il existe de prisonniers politiques au Congo? Il y a des prisonniers de droit commun qui sont soupçonnés d'avoir commis des actes attentatoires à la sûreté de l'État pour certains et des actes attentatoires à la loi pénale. Ces infractions sont en cours d'instruction et la qualité d'homme politique, la qualité d'acteur politique n'exonère pas un citoyen congolais des poursuites subséquentes à partir du moment où il y aurait contre ces personnes-là des soupçons d'infraction d'ordre pénal. Et quand on voit quelqu'un qu'on appelle Mokoko, quand on va voir Marcel Picard, quand on voit Okombi Salissa, on se demande où est-ce qu'on se situe exactement, dans les délits de droit commun ou dans les délits qu'on peut qualifier quand même de ce qui fait que c'est de leur opinion qu'il s'agit. On est en train de les traquer à cause de leur opinion politique, non? Bon, il n'y a pas dans le code pénal congolais d'infraction liée à des opinions politiques exprimées. Oui, bien entendu. Officiellement, ça c'est officiellement. Il n'y a pas. Oui, maintenant, ça, officiellement. il y a des individus dont, je le répète, le dossier est soumis au secret de l'instruction. Donc je suis membre de l'exécutif, je n'en connais pas le fond, c'est-à-dire les éléments d'ordre technique. C'est vrai que le dossier est en instruction, mais on va en parler un peu quand même, parce que les chefs d'accusation se ressemblent comme par hasard. Atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce devenu la panacée quand même pour pouvoir faire taire certaines personnes qui dérangent un peu trop? Si atteinte à la sûreté de l'État, c'est que le procureur dispose dans son dossier d'éléments qui étayent, qui documentent cette atteinte à la sûreté de l'État. On parle d'hommes politiques, de citoyens, dont manifestement les services compétents du procureur disposent d'éléments factuels, matériels et de suffisamment de témoignages pour considérer qu'il y a présomption du fait qu'ils voulaient, ces hommes-là, ces citoyens-là, procéder au renversement illégal des autorités établies. C'est cela le fond du dossier. Donc l'atteinte à la sûreté de l'État, elle découle du fait qu'il y a certainement dans le dossier, et je dis certainement non pas parce que je n'en suis pas sûr, mais parce que je sais que le procureur, s'il prend une incrimination, c'est qu'il a des présomptions en ce sens. Il y a des éléments qui justifient que ces individus soient poursuivis pour ces incriminations fantaisistes. En tout cas, on va voir comment le procès va se dérouler pour les autres mises en cause. Monsieur le ministre, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses dont on aurait pu parler. Et avec beaucoup de plaisir, je ne voulais même pas vous lâcher. J'aurais bien voulu qu'on continue. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Ce sera tout. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.